Bonjour et bienvenue dans l'Arsenal, le podcast. J'ai dit le podcast. On dit podcast. Putain, en français on dit podcast, en anglais on dit podcast, en espagnol on dit podcast. Bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Arsenal. Aujourd'hui, je suis comme d'habitude avec Alex, sauf qu'au lieu d'être en post-match, on est un peu au milieu de la pause internationale, en mid-break. Et on profite de ce moment un peu reposant, un peu sans stress d'ailleurs, où on peut faire un petit état des lieux du club, sachant que pendant tout l'été, on n'avait pas fait de podcast et on en a fait un là après le match de Liverpool, mais on n'a pas vraiment eu le temps d'aborder tout ce qui s'est passé cet été et les 3 derniers matchs de Premier League. Donc je pense que c'est l'occasion. Donc Alex, bonjour. Et oui, c'est vrai que c'est l'occasion, il n'y a pas de stress et puis on n'est pas encore nul, donc on peut se réserver ça pour plus tard, quoi. Mais on va aborder est-ce qu'on n'est pas encore nul ou pas d'ailleurs, ou est-ce qu'on ne revoit pas exactement la même chose que l'année dernière. Bon, on va l'aborder. Moi, je te propose un petit ordre du jour assez rapide. Un récap du mercato, donc les entrées et les sorties, même si ce n'est pas très glorieux au niveau des sorties. Au contraire, c'est très glorieux au niveau des entrées, ce qui nous permettra de faire un petit état des lieux poste par poste. Il nous permettra d'aborder tous les joueurs. En faisant poste par poste, je trouve que c'est un peu plus dynamique que joueur par joueur. Et ensuite, on se fait un récap de ce qu'on a vu là, de ces 3 matchs de Première Ligue et un peu de l'évolution de l'équipe par rapport à l'année dernière et vers où on aimerait la voir aller, si ça te va. On peut commencer comme ça ? Ça me va. Et bonjour, parce que j'ai pas dit bonjour. Et je voulais te féliciter, Théo, parce que je trouve qu'en tant que speakerine, MC, présentateur, tu t'es vachement amélioré. Je trouve que c'est très concis, c'est très dynamique. C'est digne des présentateurs de Canal+, /beIN Sport. Non, je ne veux pas dire de marque. Des présentateurs télé français. Si je te connaissais pas depuis 25 ans, je me dirais c'est vraiment un connard. Mais 24 ans. 24 ans dans septembre, là. Bah ça y est, ça fait 24 ans. C'est 25, 2001, 24 2001. là. Eh bah oui, c'est vrai que c'est le moment où je suis arrivé à Bruxelles. Et bah voilà. Et déjà supporter d'Arsenal. Bah moi non. Bah toi ça a été cette année-là quoi. Non, C'était 2002. Oui, mais je veux dire cette saison quoi. Non, 2001. Ah bah non, c'est à la Coupe du Monde toi que t'as commencé à regarder le foot. Ouais, j'ai commencé à m'intéresser au foot à la Coupe du Monde, un peu grâce à toi, c'est vrai. C'était un peu le sensei, mon sensei. Et après, l'élève a dépassé le maître. Mais il y avait une dynamique à l'école européenne à Bruxelles, il y avait une dynamique qui s'y prêtait parce que comme tu es entouré d'autres nationalités, tu as tendance à un peu affirmer la tienne. Donc, Ouais. quand il y avait des matchs France-Belgique, où il y avait des France-Espagne et tout ça, tu te retrouvais un peu contre des gens que tu connaissais de la cour de récré et tout ça, et ça te donnait encore plus envie de les soutenir. Oui. Donc à la Coupe du Monde, c'était exacerbé, quoi. C'est vrai que c'est une expérience assez particulière parce que moi, la Coupe du Monde, on peut en parler là, vu que de toute façon, Arsenal n'ont pas joué. C'est l'occasion, c'est les matchs internationaux. Mais c'est vrai que la Coupe du Monde 2002, quand on était en 4e, il me semble. 4e, je dis pour les Français, hein, parce que nous, c'était la 3e. Mais en gros, quand on avait 14 ans. Ouais, en fait, tu regardais les matchs, parce qu'ils les mettaient dans la cafétéria. Il y avait des endroits où tu pouvais les regarder. Ils avaient mis un grand écran pour France-Sénégal, je me rappelle. Et tu regardais les matchs et il y avait une autre intensité parce que tu avais des gens, je sais pas quoi, des Portugais. Non, il n'y avait pas de Portugais à l'école. Il y avait des Espagnols, des Français, des Anglais. Et ils suivaient tous leur équipe, quoi, des Hollandais. Des Allemands. Et ils suivaient tous leur équipe, quoi. Et tu avais une intensité. Et ça, il faut en parler, hein, parce que ça, c'était très dur pour nous. Et comme première expérience pour moi de regarder du foot, je veux dire avec des gens de mon âge. C'était France-Sénégal, c'était terrible. Ils avaient mis un grand écran. Et alors, il y avait des Français à l'école, mais toute l'école était contre la France. Et quand on a perdu contre le Sénégal, tout le monde était... tout le monde criait. On a pris cher, ouais. On a pris super cher. Et moi, je ne comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi ils détestent autant la France, quoi ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Et ouais, c'était assez particulier comme expérience. Et c'est vrai que ça te... Bah, du coup, tu es encore plus... Quand la France, après, en 2006, on avait été vachement meilleur et tout, on avait été en finale, bah, on était on était à fond, quoi. Il y avait une revanche et tout. Ouais, mais marrant maintenant, de gagner en 2018, c'était un peu... Bon, après, c'est débile, hein, on s'en fout. Mais c'était un peu, bah ouais, on a gagné la Coupe du Monde, quoi.
j'ai enfin compris peut-être pourquoi t'es autant un hater dans le foot, toi, et un rageux. C'est parce qu'en fait, ta formation d'origine a été faite dans la douleur. Je viens de me Bah, rendre compte. ma formation avec la France, oui, parce que la première Coupe du Monde, c'est 2002 où c'était vraiment horrible quoi pour la France. Et en plus d'avoir en plus le truc de tout le monde à l'école qui était content de ça et qui se foutait de la gueule de la France et tout. Après voilà, c'est pas grave, hein, c'est juste du foot. Mais c'est vrai que c'est peut-être ça. Après, tu peux dire aussi qu'Arsenal, quand j'ai commencé à les suivre, ils Bah étaient ouais. au top, hein. Ils ont. Oui, ils étaient au top, mais ça a été ensuite pas longtemps. Enfin, regarde, Ça n'a pas duré longtemps. oui, et 4 ans après, d'ailleurs, quand il pense 4 ans après, tu cites 2006, il y a défaite en finale de la Champions League pour Arsenal et défaite en finale de la Coupe du Monde pour la France. C'est une certaine douleur parce que, certes, tu peux dire oui, mais tu étais en finale, donc c'est plutôt un succès, mais perdre en finale, c'est plus douloureux encore que de perdre au match de poule, je trouve. Je suis Ça reste plus longtemps. Non, je suis pas forcément. Oui, alors il y a ça, mais c'était différent l'expérience en 2006 parce que on avait pu avoir ce truc de. Tout le monde disait qu'on allait encore foirer parce que c'était la Coupe du Monde après 2002. Le phase de groupe, c'était tout juste. En Contre plus, l'Espagne, 2004, on était bof à l'Euro. ouais, on était bof à l'Euro. Et après, il y a eu tout ce truc. C'était quand même une belle Coupe du Monde parce que on perd contre l'Espagne. On remonte 3-1. Zidane, il met le troisième but. Alors que tout le monde était là. Les Espagnols, ouais, dans la presse, on va le mettre à la retraite, machin. Le Brésil, bon, est-ce qu'il faut parler de France-Brésil 2006 pour ceux qui connaissent? Je pense pas. Zidane, qui était un ouf. Henry qui met le but. Bon, Portugal, c'était pas beau, mais on a gagné sur un péno. Mais c'est trop bien de s'offrir le Portugal de Cristiano Ronaldo à son Ouais, prime, le c'est ça. prime pleureur, quoi. Et du coup, il y avait quand même eu. Moi, j'avais aimé parce qu'il y avait ce truc où on était trop content d'avoir ces victoires et de voir la France qui gagnait et de suivre ça. C'était c'était l'année du bac. C'était trop bien. Après, oui, on perd en finale. Ça, c'était douloureux de Mais perdre tu en vois, finale. Mais on franchement, avait eu ce kiff quand même. Parce que la, la, 2002, il n'y avait la- pas eu ça. la finale de la Champions League, à chaque fois, franchement, ça fait une petite blessure qui se referme jamais, une défaite comme ça. Je pense à la Champions League de Arsenal-Barcelone, là où ils mettent 2 buts, 1-1 et 2-1, avec, comment il s'appelait, Zambrotta, qui met le Non, 2-1. non, non. Non, C'est c'est l'autre. Belletti. Belletti. Ah ouais, Là, c'est ça. j'ai mes fiches quand même, hein. Tu vois, tu parles de blessures encore ouvertes, toi c'est encore plus. Et ensuite, il y a eu la finale où l'Italie, quoi. Et c'était tellement une manière horrible de perdre avec le coup de boule, la Ouais. transversale sortante de Trezeguet que, Oui. franchement, je te promets, hein, je n'ai pas pu regarder un résumé de France-Italie 2006 pendant 12 ans jusqu'à ce que 2018, la France gagne enfin la Coupe du Monde. Et là, je me souviens, j'étais au bureau et je me suis senti libéré d'un poids. Et au bureau, je me suis dit, vas-y, je vais regarder un résumé de France-Italie 2006 que j'avais refusé de faire pendant 12 ans. Et donc, enfin, Ouais, mais. j'étais libre, on avait gagné la Coupe du Monde et je pouvais réaborder cette blessure d'avant. Ah, Mais mais la je savais blessure de pas la ça. finale de Champions League, elle est encore là pour le coup, tu vois, Alors, parce qu'on n'a pas encore réglé, quoi. pour moi, c'était douloureux. Ouais, enfin, c'était douloureux. Voilà, c'est relatif. Mais disons que c'était douloureux 2006, la Coupe du Monde. Mais il y avait un truc beau là-dedans, tu vois. Il y avait un truc tragique, c'est comme une tragédie grecque, ou je sais pas, un truc de le meilleur joueur, Zidane, et il arrive jusqu'en Ah bah, finale. Et c'est il met un marrant coup de comme boule et il se narratif. fait virer du terrain. Et... Non, mais il y avait un truc. Et puis, il nous avait quand même. Ok, on perd et tout ça, il met le coup de boule. Mais avant, on a quand même eu tout ce kiff. Il nous a quand même Grâce fait à lui. kiff. Non, mais Grâce à lui, on a eu un énorme kiff avant. Et ça, c'était quand même limite, je lui en cool. veux même pas. C'est juste plutôt plus con Non, qu'autre non, chose. Mais mais à l'époque, j'en voulais beaucoup plus aux Italiens qu'à Zidane. Ouais, non, mais tu vois, il y avait ce côté un peu. Ah ouais, voilà. Mais en même temps, il y avait eu un kiff avant, donc ça va. Alors que, tu vois, 2002, c'était juste. Il n'y avait rien eu, quoi. Il y avait rien, tu pouvais t'accrocher à rien. Il n'y avait Ah même oui, pas oui, oui. de moment bien. Et 2006, moi, je l'avais pas vécu. Enfin, ouais, j'étais un peu déçu. Mais cette année-là, j'avais plus la télé. Enfin, j'avais la télé, mais j'avais plus l'abonnement ou je sais pas quoi. Oui, j'avais plus les matchs. Donc, je suivais plus du tout Arsenal. Ça faisait 2 ans. Enfin, je suivais Arsenal, hein. Mais à l'époque, c'était pas comme maintenant. Il y avait pas. T'avais pas Tout le ce stream qu'on. tout le temps, quoi. T'avais pas les streams, t'avais pas. Je connaissais même pas YouTube à l'époque. On est des vieux, hein. Mais il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ça. Et du coup, pour suivre Arsenal, c'était de temps en temps un résumé en Champions League, en truc sur la télé belge le soir. Et j'avais un peu moins suivi cette saison. Donc quand j'ai regardé la finale, j'avais même pas vraiment suivi le parcours
qui avait fait qu'ils étaient arrivés Ah ouais, en finale putain, et tout. c'était trop bien les pénaltys arrêtés par Lehmann en demi-finale et tout, c'était incroyable. Ouais, mais je sais pas Enfin, ou le pourquoi penalty d'ailleurs, raté, j'avais ouais. pas suivi. Et du coup, après la finale, c'était cool. Je me rappelle, on l'avait regardé. Je sais pas si t'étais chez Ouais, moi. c'était chez toi. Il y avait aussi un autre pote à nous. Et C'est c'était la cool première et fois tout. que François Martin était pour Arsenal Il était là? et qu'il était tellement contre Barcelone. Ah, je me rappelle pas. Mm. Après, mais je l'avais pas. J'étais peut-être pas assez investi, je sais pas. Ou j'étais trop plus jeune. Et bah, en tout cas, cette saison, par contre, et ces Ouais. derniers temps, même les matchs de pre-season, quand ils sont en train de jouer à Singapour ou à Hong Kong, je les regarde. Donc, là, la différence avec le 2005 où j'arrivais même pas à trouver un match. Bon, voilà. Et parlons-en de cet été, donc en dehors de la pre-season. Moi, de toute façon, j'ai surtout retenu Max Daumann qui obtient des pénaltys. Et il y a eu surtout cet été tout ce mercato, qui est encore un mercato assez impressionnant quand tu considères tous les clubs de Première Ligue. Quand tu te rends compte que des équipes comme Crystal Palace peuvent s'acheter des Jérémy Pinault, c'est quand même n'importe quoi. Voilà, le foot anglais a de la thune comme pas possible. Ils ont dépensé 3,1 milliards de pounds dans ce mercato d'été. Ultra violent. Alors Liverpool est loin devant en termes de dépenses parce que c'est d'ailleurs les seuls, enfin c'est ceux qui ont en tout cas les deux plus gros transferts du mercato, c'est eux avec Wirtz et Isaac, et il me semble aussi avec Ekitike, donc carrément les trois plus gros du mercato. C'était pas 90 millions d'euros ou un truc comme ça? Ouais, c'est ça. C'est pas mal. Hein. Mais nous, en tout cas, on a fait fort aussi dans notre voilà, je m'attendais pas à autant. On a acheté 8 joueurs. Et d'ailleurs, quand tu regardes la liste des 8 joueurs, je trouve que ça fait presque une équipe de foot à 8 qui est hyper bien équilibrée. T'as Kepa au goal, Mosquera, Hincapié, Norgard, Zubimendi, Eze, Madueke, Gyökeres. Je t'avoue que j'aimerais pas les affronter au foot à 8. Je vais pas faire la liste de toutes les sorties. Bon, on pourra, de toute façon, on abordera au fur et à mesure par rapport à ce qui n'est plus là quand on fera poste par poste. Mais on a dépensé quoi, 250 millions, il me semble. Et bon, je sais pas exactement parce qu'en plus, on sait jamais jusqu'à où vont ces montants, s'ils sont fiables selon les bonus et tout. Et on a fait entrer 10 millions. Donc il y a un vrai problème pour l'instant de business à Arsenal. Donc là, abordons le mercato globalement, si tu veux, sans faire joueur par joueur, parce qu'on le fera après dans les postes. Est-ce que tu mettrais combien sur 10 à ce mercato d'Arsenal? Je parle juste des entrées, pas des sorties. Franchement, la note parfaite n'existe pas, parce que 10 pour moi, c'est genre. Tu vois, c'est Alexandre Isaac et. Mais je suis même pas d'accord que c'est 10 c'est Alexandre Isaac. Non, mais je rigole. Il se blesse trop pour le prix. Ouais, Après, non, oui, j'aimerais trop l'avoir. Après, Mais ça dépend. Tellement cher. Ça dépend quels critères, mais en termes de est-ce que ça m'a plu, est-ce que ça m'a motivé, est-ce que ça m'a donné de l'espoir, c'est ça que tu veux dans un mercato. Est-ce que ça a été, est-ce que c'est un bon, est-ce qu'on a bien acheté, genre est-ce que c'est ce qu'il nous fallait en fait? Pour moi, je mettrais 9. Franchement 9. Alors non, alors je vais mettre une réserve, pardon. Je vais mettre 8,5 et je vais dire pourquoi. C'est que pour moi on a fait ce dont on avait besoin, les choses qui allaient pas, on s'en est occupé. C'est-à-dire que il nous fallait un deuxième gardien qui soit fiable, et pour moi on a exactement ça, parce que c'est c'est Kepa Arrizabalaga, il a joué à Chelsea, à Bournemouth, il a joué au Real. Franchement, est-ce qu'on peut avoir un meilleur deuxième gardien que ça? C'est dur de trouver un deuxième gardien, donc ça c'est bien. Pour 5 millions. En défense, c'était pas forcément. Je sais pas si c'était forcément ce dont on avait besoin, mais c'est quand même pas mal vu qu'il y a des blessures et des trucs. Et on a vu aussi que. Ça, on l'a vu après. Mais on va dire que Mosquera, finalement, c'est quand même un bon achat parce qu'il a l'air quand même solide. Et on a un remplaçant pour Saliba s'il se blesse, ce qui s'est passé. On a eu qui d'autre en défense? Hincapié. Je connais pas du tout le joueur, mais vu que Kiwior est parti, moi j'étais content d'avoir Kiwior en remplaçant de Gabriel, il était fiable. Donc Hincapié, on avait besoin de quelqu'un pour remplacer Kiwior, quoi, en gros. Ensuite, il y a Zubimendi. Zubimendi Norgard, c'est un peu
la paire Partey Jorginho qui s'en va, quoi. Ouais, pour moi, c'est Zubimendi, c'est on en a peut-être moins parlé parce qu'il y a eu tellement d'autres. Il y a eu Eze, il y a eu d'abord Gyökeres qu'on fait parler d'eux, je veux dire. Eze, je dirais Zubimendi, trop bien. C'est un des meilleurs à son poste. On fera de toute façon Ah oui, pardon. poste par poste après, hein, mais Oui, c'est vrai. tu peux les survoler, bien sûr, pour donner ta note et ton appréciation globale. Mais Non, en fait, voilà, je dirais que on a fait ce qu'il fallait faire. On a fait ce qu'il fallait faire parce qu'on a, sur les ailes, on a ajouté de la profondeur dans l'équipe, sur les ailes, en défense, pour le gardien. On a acheté un attaquant qui marque des buts en théorie, mais qui marque des buts quand même. C'est ce qu'on voulait. On a acheté un joueur un peu créatif, aisé, c'est ce qu'on demandait aussi. Donc pour moi, c'est là-dessus chapeau. Après, pour 8,5, voilà, c'est une bonne note. Mais est-ce que ça aurait pu être mieux ? Moi, je me dis toujours, et je vais revenir, je suis désolé sur Isaac et tout ça, mais c'est même pas par rapport à Isaac, mais la différence par exemple avec Liverpool, c'est que j'ai l'impression que eux, ils prennent. Nous, on prend un créateur. J'adore Eze, hein, et c'est pas pour le critiquer et tout. Mais c'est un bon joueur. Mais eux, ils prennent qui ? Ils prennent le numéro 10, un des numéros 10, un des meilleurs numéros 10 du monde. Est-ce que Eze, c'est un des meilleurs numéros 10 du monde ? Ouais, sans doute. Mais est-ce que c'est genre le prochain ballon d'or ? Je sais pas. Et eux, ils prennent ça. Ils prennent qui ? Quel attaquant ? Ils prennent Isaac. J'aime bien. J'espère que Gyökeres et Eze et tout, ils vont performer, mais c'est juste que j'ai l'impression que c'est un cran au-dessus, tu vois. C'est genre, ils prennent les meilleurs joueurs. Nous, on a pris parmi les meilleurs joueurs du monde. C'est peut-être une opinion controversée, mais c'est mon opinion. Nous, on a préféré la multitude et l'équilibre global plutôt que de prendre, ok, je suis d'accord, en attaque, des vrais game changers, peut-être. Maintenant, Wirtz, il est prouvé en Bundesliga. Combien de milieux offensifs qui viennent de Bundesliga on a vu. Faut un peu se calmer sur la translation en Première Ligue. Pareil pour les buteurs en général, hein. Mais bon, Isak, clairement, il est parfait pour Liverpool et je suis hyper jaloux. Et il est encore plus parfait pour Liverpool qu'il ne l'aurait été pour nous, je pense. Maintenant, Wirtz, dans ce système-là de Liverpool, je sais pas, parce qu'il fonctionne vraiment dans un 4-3-3. Et lui, Wirtz, c'est plus un numéro 10, à voir comment il arrive à s'adapter avec le price tag. Hein, parce que quand tu regardes la plupart des plus gros transferts de l'histoire, la plupart ne fonctionnent pas vraiment, d'ailleurs. On a eu de la chance avec Rice sur ça. Liverpool, ils ont pris des game changers, mais par contre, ils ont pris, tu peux leur dire, eux, ils sont plus sur un 9 sur 10, mais en attaque. Parce qu'au milieu, ils ont des bons joueurs, mais il leur manquerait quand même un petit Zubimendi. Est-ce qu'en défense, ils n'auraient pas eu envie d'un Mosquera pour équilibrer? Ils ont foiré le deal Gueye au dernier jour. Donc en fait, oui, ils ont mis plus d'argent dans des énormes stars. Mais nous, on a préféré prendre un équilibre global. Alors après, encore une fois, c'est très contrôlé. C'est très contrôlé. Ce qu'on a fait, c'est, tiens, on va voir tous les endroits où on a des défauts, des failles, et on va acheter ce qu'il faut pour combler ça. Mais c'est encore maîtrisé. C'est, on va mettre tel mec là, tel mec là, tel mec là. Et ça sent pas le flair à la Liverpool, mais c'est marrant parce que c'est un peu comme on dit de leur tactique par rapport à nos tactiques. Les nôtres sont conservatrices et maîtrisées, et eux c'est plus voilà, on envoie 6 mecs dans la box, dans la surface, et on essaye de gagner le match, tu vois. Alors, non, je suis d'accord. Ils ont mis all-in en attaque. Alors, mais peut-être qu'à la fin de la saison, quand Liverpool gagne la Ligue, on dira voilà, Isak a mis 23 buts et il a démonté tout le monde et il a 15 assists. Et nous, on est encore avec un Gyökeres qu'on a pris. On a voulu payer un peu moins cher, mais du coup, on n'a pas pris un game changer. On a pris un Madueke qui vient foutre un peu plus de chaos parce qu'on en a marre d'être aussi maîtrisé, mais qui fait jamais le bon choix à la fin en termes de passe ou de tir une fois qu'il arrive au bout. Eze, je pense que c'est clairement notre meilleure signature depuis longtemps. Bon, encore une fois, on les abordera plus tard. Mais je trouve que nous, il y a un équilibre global qui est assez impressionnant. Par exemple, Mosquera, 18 millions d'euros. On l'a dit la dernière fois, c'est impressionnant. Qui on aurait mis contre Liverpool quand Saliba tombe blessé à la 3e minute ? Personne. Parce que Ben White était blessé. Ouais. T'aurais mis Kiwior sur ce côté. Après, je crois qu'on aurait rentré Timber et qu'on aurait mis Declan Rice en arrière droit. Je sais pas, tu vois. Donc, non, mais après, moi, je mets 9 sur 10 à cette fenêtre.
Après, j'ai mis 8,5 et c'est aussi pour qu'on puisse avoir un débat que j'ai dit ça, tu vois. Même si. Bah, Et bien puis, sûr. et Bah, on puis est je là suis pour ça. Hein. motivé. Enfin, je suis optimiste quand même, hein, si je dis Et ça. toi, t'es encore plus amoureux d'Isaac que moi. Même si Isaac, je sens que clairement, ce mec est beaucoup trop fort. Je parle de genre, qu'est-ce que tu peux faire avec les ressources que t'as. C'est après, oui, peut-être que tu te dis, il faut payer plus Non, mais pour là. gagner la ligue une deuxième année d'affilée. Non, Tu vois. non, mais là, je fais comme le gamin gâté qui a eu un Lego à Noël et il est pas content parce que son copain à l'école a eu un meilleur Lego. Tu vois. Non, mais en vrai, c'est bien. Et oui, c'est vrai que en termes de ça, c'est beaucoup plus comment dire, c'est beaucoup plus raisonné comme approche ce qu'on a fait. On pouvait pas non plus. Enfin, je pense qu'ils pouvaient pas trop dépenser sur un ou deux joueurs parce qu'ils avaient besoin d'autres choses et on pouvait pas se permettre de dépenser autant sur un joueur. Ouais. Et ouais, et bien sûr, ça se trouve, on dit ça à Isaac machin, ça se trouve Gyökeres, j'espère, il va mettre 25 buts, 30 buts et voilà, et on va être trop fort et Wirtz il va flop et je l'espère de tout cœur. Mais Je rêve. on va J'en voir. rêve. Abordons les joueurs qui sont partis. Je citais surtout les joueurs importants, c'est-à-dire les joueurs qui faisaient partie de l'effectif l'année dernière. C'est surtout Zinchenko, Kivior et ensuite partait Jorginho. Je dirais il n'y a pas eu de départ en attaque particulier à noter. On a juste Gabriel Jesus qui est blessé longtemps et Havertz qui est blessé relativement longtemps en termes d'attaque. Mais dans les départs, voilà, Zinchenko et Kivior, comme les deux joueurs les plus importants, sont partis en prêt. Il me semble que Kivior... Kiwior, il est pas parti en prêt, je crois que j'ai vu que c'était 25 millions avec 2 millions. Mais en fait, il est peut-être parti en prêt avec obligation, mais Ah ouais. il est... Bah si c'est avec obligation, non, c'est c'est pareil. prêt avec option, il me semble. Ah bon? Pourquoi j'ai l'impression de confondre? Parce que tu sais qu'on a rameuté que 10 millions en tout. Et d'ailleurs, on a vendu Marquinhos pour 3 millions. C'est pas mal. Hein. Bah, c'est un miracle. Si on doit commenter par contre sur les départs, je dirais 2 sur 10 quoi. Ah oui, les ventes, ouais, ça c'est... Alors après, si on doit commenter là-dessus, moi je dirais que ouais, on a un problème à Arsenal. C'est que ouais, tu vois Chelsea par exemple, il y a des joueurs ils utilisent plus machin. Bah ils les vendent, mais ils les vendent au bon moment, tu vois. Mais je sais pas comment. Parce que après, on peut critiquer Arsenal aussi, mais on peut dire à un moment Vieira, on l'a envoyé en prêt à Porto, il était dans son ancien club, dans la Ligue portugaise, et il a rien fait. Il a pas fait une saison de ouf. S'il avait fait une saison de dingue, peut-être que des gens l'auraient voulu l'acheter, tu vois. Parce qu'à un moment, on avait réussi à vendre Balogun, tu vois, quand il était à Rennes, je crois. Non, à Saint-Etienne ou à Rennes, je sais plus. Il avait fait une bonne saison, et on l'a vendu à Monaco 35 millions, je crois. Ou 25 millions, je sais plus. Non, plus. Et donc c'était quand même pas mal. On a réussi à vendre Nketiah, Smith Rowe. C'était à Reims d'ailleurs, pardon. À Reims, pardon, ouais, voilà. Il a fait une bonne saison, on l'a vendu à Monaco. On a vendu, comment il s'appelle, Smith Rowe, Nketiah. Liverpool et Chelsea, ils ont sorti des joueurs qu'ils ont vendus genre 20 millions. Tu n'as jamais entendu parler de ces mecs, quoi. Ça, ouais, mais alors après, je suis désolé, mais il y a un peu... Tu veux rentrer dans les magouilles? Non, mais après, je suis désolé, mais c'est Magouille et compagnie. Attends, il y a un truc. Et je suis désolé, Darwin Nunez, ils l'ont vendu je sais pas combien. Attends. En Arabie Saoudite. Tu vas pas me dire qu'il vaut autant que ça. Hein. Et après, c'est la faute d'Arsenal. Pourquoi nous aussi, on peut pas faire ça? On est nuls, tu vois. Il y a un problème. Et il y a aussi un autre truc. Très mauvais en vente. Très mauvais en vente. Il y a un autre truc, c'est que on laisse la Vieira, à la limite, s'ils avaient réussi, ils avaient poussé un peu pour le vendre, je sais pas, à la fin de 22-23 par exemple. Pourquoi ils l'ont pas vendu là? Faut anticiper, tu vois. Faut être beaucoup plus. On a vraiment peur de vendre quand le joueur est peut-être un peu bon et du coup on fait perdre sa valeur la saison d'après, ça c'est sûr. Et je vais dire un truc, bon, on va en parler plus tard quand on parlera des postes. Mais tu vois, Martinelli, là c'était la saison pour le vendre. Parce qu'on aurait eu une bonne somme aussi. Et tu peux être sûr que j'espère qu'il va s'améliorer, je l'aime bien Martinelli, mais s'il fait une saison pourrie, tu peux être sûr si on le vend après, on va pas réussir à le vendre, ça va être pareil, ça va être un prêt
machin, un autre deuxième prêt, jusqu'à ce que le contrat soit fini, quoi. Et après, Martinelli, là, il a encore de la valeur, tu vois. Donc là, ça aurait été possible. Il y en a, ils ont jamais vraiment eu il y a jamais vraiment eu la possibilité de les vendre, tu vois. Genre Non, en fait, c'est ça. Vieira, Il n'y a, il y a même Lokonga. pas eu d'acheteur pour Martinelli. Il n'y a même pas eu de Non, volontaire. ouais, mais en même temps, est-ce qu'ils ont poussé pour le vendre? Non. Ouais, non, Tu vois, c'est Chelsea, sûr. après, il y a des clubs, ils font des trucs horribles. Enfin, tu vois, Manchester, là, ils ont fait les trucs, c'est la bomb squad. Genre, ils isolent certains joueurs pour pouvoir les vendre. Ouais, Machin. il leur bloque leur passe pour qu'ils puissent plus accéder aux structures. Enfin, Oh, putain. c'est-à-dire qu'il y a des manières de faire les choses, et surtout à Chelsea, qui sont, bah, c'est du business de joueurs et principalement, tu vois. Et en effet, il y a énormément de blanchiment d'argent dans ces trucs. En fait, tu fais passer des grosses sommes d'argent sur des trucs de spéculation. Arsenal, ils ont toujours été, oh, tu t'es foulé la cheville, bah, tu sais quoi, on va te redonner un contrat d'1 an pour t'aider. Alors, c'est un club qui a un peu plus de cœur à ce niveau-là. Et moi, ça me va, hein, j'ai pas forcément envie d'être un bâtard. Et de toute façon, tu sais quoi, on a beau les critiquer pour les ventes. De toute façon, c'est pas notre argent. Nous, on peut voir les 8 nouveaux joueurs et être content comme des enfants, et peu importe qu'on ne vende pas. Le problème, c'est qu'on va faire face aux règles de PSR, qui sont un peu les règles financières qui demandent à être un peu plus équilibrés dans les comptes et qui vont peut-être nous empêcher de faire du business à Non, mais l'avenir. oui et non. Alors, oui, Mais on ça va nous finir affecte. par faire une grosse vente, je pense. Un Saliba à Madrid ou un Gabriel Magalhaes. Il va se Ouais, passer un mais truc. ça nous affecte pas, d'accord, on s'en fout, c'est pas notre argent. Mais tu vois, Liverpool, ils ont vendu. Bah, est-ce qu'ils auraient pu acheter Isaac s'ils n'avaient pas Oui, vendu c'est ça. tout ça? C'est qu'ils ont pu vendre aussi. Tu m'expliques comment ils ont vendu Luis Diaz, 75 millions d'euros. Tu m'expliques comment Chelsea, ils ont pu faire 70 millions pour Nico Jackson. Certes, c'est juste une partie en prêt et une partie plus tard. Mais 70 millions pour Nico Jackson. Et attends, Non, mais c'est abusé. Combien pour Nkunku qui n'a jamais joué? Mais 40 attends, millions? C'était quoi? et Chelsea, là, ils vendent 50 millions Madueke, là. Ah non, pardon. Ça, c'est bien. En vrai, on va en parler, mais franchement, je Qu'est-ce qu'il est comprends. bon? Ouais, il est Bah, bon. Et les enfin, il gens est qui bon l'ont. parce que. Faut pas le On va en critiquer parler. parce qu'il est bon. Mais bon. Et c'est trop drôle parce que je me souviens que je me disais, putain, avec son bandeau, il est tellement ridicule et tout. Et après, j'ai vu la signer pour Arsenal, genre, oh merde. Comme quoi, faut pas parler trop vite. Bon, bah faisons-le alors, cet état des lieux poste par poste. Je vais prendre ma petite fiche avec toute l'équipe d'Arsenal disposée sur le terrain. On commence par le gardien. Allons-y. Tu sais quoi, on n'a qu'à faire gardien, puis de gauche à droite. Enfin, 4-3-3, et on alterne chacun notre tour. Si tu veux, commence avec Ok. le gardien, vas-y. Raya et Ah, donc, Kepa. toi, tu diras rien sur le gardien alors. Si je dirais en deuxième, je veux dire. Et on Ah, alterne l'ordre. ok. Bah, je Enfin, l'ai ça se dit. trouve, j'aurais rien à ajouter. Hein. Après, je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais c'est très dur de trouver un deuxième gardien et c'est bien qu'on ait trouvé Kepa parce que c'est quand même un bon gardien, quoi. Et je trouve qu'en Mm. en deuxième gardien, limite, tu te dis presque, est-ce qu'il pourrait pas challenger pour être premier gardien? Après, il Ouais. a peut-être pas exactement le même jeu au pied et tout ça, mais il a fait une vraiment bonne saison pour Bournemouth. C'était quand même, malgré tout, il a eu des moments difficiles, mais il a fait quand même, il était au Real avant, je crois. Il a pas gagné la Champions League d'ailleurs avec le Real? Non. Je Non, confonds. c'était le De- Sénégalais, non? Quand il gagne la Champions League. 2024? Ah ouais, peut-être. Et 2024? Non. il a pas gagné. 2023, non? Ouais. Non, 2023 c'était Tu... Manchester non, City. tu veux dire quand Chelsea a gagné, c'est 2021, non? Non, je parle de Real Madrid. Ils ont gagné en 2024, c'était Ah, pas quand Kepa. c'était Kepa à Madrid, d'accord. Mais bon, Je sais pas. et en gros, ouais. Et alors Raya, un de nos meilleurs joueurs, quoi. Pour moi, à son poste, c'est un des meilleurs du monde. Enfin, un des meilleurs gardiens en termes de passes, de jeu au pied et même en termes de comment dire de gardien classique, quoi. Je trouve il nous a sauvé plein de fois. Déjà contre Leeds là, et l'année dernière c'était à la fin un peu moins, mais c'était un de nos meilleurs gardiens. Donc ouais, poste gardien. Et après on a Tommy Setford, je crois, qui a 18 ans, bon troisième gardien. Et on a peut-être un autre, je sais pas. Bon ça, je sais pas trop. C'est Ouais, jeune joueur, enfin, de quoi. toute façon, on risque pas de les voir beaucoup, donc. Mais non, on est bien. Pour moi, un gardien là, c'est impec. On peut pas demander mieux, quoi.
Franchement, Raya, il est quand même incroyable, hein. À part Ouais. peut-être à chaque match, il fait une passe qui te fait perdre quelques années d'espérance de vie et qui crée une grosse occasion en face. Mais après ça, il se ressaisit bien vite et c'est pas comme plein de gardiens qui, une fois qu'ils ont fait une connerie, tu sens que c'est un peu le cercle vicieux derrière et qui s'écroule. Non, il est vraiment assez incroyable. Balle au pied, il est incroyable. C'est marrant pour une équipe qui déteste prendre les risques, comme Arteta. Le jeu de l'arrière, il est tellement risqué. Il fait tellement peur parfois. Voilà, en tout Ouais, cas, c'est plutôt évident pour moi. Clairement, Raya, on n'est pas en reste. Je dirais qu'Alisson est peut-être le meilleur gardien pour l'instant. Mais Raya est pas loin derrière. Alors attends, je note juste un truc. et Chelsea. Raya est même pas titulaire en équipe d'Espagne. Ou peut-être ça a changé, mais à l'Euro, il n'était pas. Ok, bon bah écoute, arrière gauche, sur ma petite fiche, là j'ai Calafiori, Lewis Kelly, et je pense qu'on peut y ajouter en option Hincapié, qui est le nouvel arrivage, même si pour l'instant il est plutôt en profondeur derrière Gabriel, en défenseur central gauche. Il peut jouer en arrière gauche, il a joué dans des arrières, des lignes arrière à 3 joueurs j'ai des trous de mémoire. Bayer Leverkusen, le coach. Xabi Alonso. Xabi Alonso, qui est, voilà, donc Calafiori pour l'instant est quand même premier choix. Et c'est marrant quand tu reviens à l'année dernière, on était vraiment en train de se dire Lewis Kelly indétrônable, Calafiori qui a des blessures par-ci par-là. Il a été acheté récemment, mais ça va peut-être être un flop, on va peut-être pas pouvoir le voir revenir. Là, on voit Calafiori arriver en force en début de saison, avec Lewis Kelly qui est plus en retrait et qui sont deux arrière-gauche avec des styles complètement différents. Lewis Kelly est quand même milieu de formation, donc il a tendance à venir plus à l'intérieur dans la construction du jeu, alors que Calafiori aime bien. Alors, on dit Calafiori peut aider beaucoup plus dans un style où l'arrière-gauche déborde par l'aile, mais Calafiori, c'est un peu plus complexe que ça. C'est qu'il déborde de partout. C'est qu'il déborde à l'intérieur, il déborde, il devient attaquant, il déborde par l'aile, comme on a dit, et il se retrouve un peu partout. Et ça, c'est un nouveau style de jeu, qui est une nouvelle évolution tactique qu'on va voir cette année, qui est justement plus d'aventure de l'arrière-gauche vers l'avant. Et ça demande à celui qui est donc milieu offensif gauche de rester plus en retrait, de moins participer à l'attaque, donc en l'occurrence Declan Rice. Et ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que Calafiori est préféré avec un style de jeu plus proactif, qui est d'ailleurs le joueur le plus proactif de tous, parce que quand on dit qu'il est conservateur, Arteta, et qu'il a pas trop envie de se mouiller, il a quand même dit à Calafiori, vas-y, fais ce que tu fais de mieux et va te balader sur le terrain comme il avait fait à l'Euro avec l'Italie. Certes, il était défenseur central. Mais je suis trop content qu'on ait Lewis Kelly, et je me dis, si Hincapié commence à prendre aussi le poste d'arrière gauche, alors à ce moment-là, Lewis Kelly pourra devenir plus, comme il a été formé, pourra plus jouer au milieu, soit à la base en remplaçant Zubimendi Norgard, soit en milieu offensif gauche, comme on disait, à la place de Rice par moment. Ouais. Je suis d'accord. Non, mais pour ajouter un truc, je dirais. Ouais, c'est bien, on a trois arrière-gauche avec des styles différents, donc c'est important. On n'a pas vraiment d'arrière-gauche classique, entre guillemets. Je sais pas si maintenant dans le football moderne ça existe. Enfin, t'as les wingbacks un peu, mais nos ailiers, c'est un peu nos wingbacks, donc on n'a pas vraiment besoin de ça. Ouais, Calafiori est excellent. Pour moi, c'est justifié qu'il soit premier choix parce qu'il apporte un peu ce chaos. Et tu sens que. Et c'est aussi un joueur de gros matchs. L'année dernière, il nous a sorti des buts et des performances que sur les gros matchs. Et malheureusement, il était souvent blessé. C'est un peu le seul problème avec lui. C'est le seul défaut que je dirais. Mais on va voir cette saison comment ça se passe. Lewis Kelly, c'est quand même bien de se dire que tu as deux options comme ça. Et Hincapié, je connais pas du tout, mais je sais qu'il n'était pas premier choix forcément à Leverkusen, parce qu'il était assez jeune, je crois, quand ils ont gagné le titre et tout. Et qu'ils avaient Ta et un autre. Je crois pas qu'il était forcément, mais il jouait beaucoup quand même. Pour un jeune joueur, c'est pas mal. Donc on va voir, mais je connais absolument pas. Ouais. Et il est plus défenseur central. D'ailleurs, défenseur central, Gabriel Magalhaes et Hincapié. Ouais, alors là, solide.
À voir Nkapie ce qu'il fait, mais bon, moi je fais confiance. Il était quand même à Leverkusen avec Xabi Alonso. Il a gagné le titre. Il a que 23 ans, je crois. Il est vachement prometteur. Mais c'est vrai que je connais pas trop ce joueur. Et Gabriel, En tout cas, c'est voilà un quoi. joueur qui adore, un peu à la Gabriel, qui adore défendre, défendre, défendre. Tu sais, mettre le duel, la fight, et s'en sortir à ça, qui en tire tu sens la solidité du truc, quoi. Ouais. Après, je suis content qu'on ait pris Nkapie. Je fais confiance et tout. Pour remplacer Kiwior, mais parce que pour moi c'était nécessaire. Parce que Kiwior, pour moi, moi je voulais pas trop qu'il parte, quoi. Mais comme ils l'ont remplacé, ça va. Mais tu vois, s'il l'avait pas remplacé, je me serais dit, c'est limite si on a que Calafiori pour. Parce que pour Ouais. défenseur central gauche, on a aussi Calafiori, n'oublions pas. Oui, mais je Qui crois peut que jouer là. ça aurait été Mosquera si Gabriel se blesse. Ce serait Mosquera à C'est gauche pour bizarre ça. garder Calafiori. Bah, c'est ce qu'il y a eu en pre-season, quoi. Il y avait Saliba Mosquera en charnière. Et d'ailleurs, Saliba Mosquera, c'est le duo de la profondeur de notre défenseur droit. Bon, il n'y a pas trop à dire sur ça. Bah, citons quand même, comme tu as dit tout à l'heure, Mosquera, quand il est entré contre Liverpool, tranquille. Le mec, quand même, il a 21 ans. Il débarque dans un nouveau pays, une nouvelle ligue. On lui dit ton premier match, allez hop, 3e minute, tu entres à Anfield. C'est comme si Saliba était. Et encore, il a un truc à ajouter par rapport à Saliba, c'est que Saliba a tendance à être assez safe dans ses passes et très soit directement au milieu qui est devant lui, soit il écarte vraiment sur le côté. Et là, Mosquera, il faisait beaucoup plus de diagonale vers Rice, qui était milieu offensif gauche. Et après, Rice était resté conservateur, puisque c'était surtout nos arrières qui étaient plus aventureux dans le style de jeu, quoi. Mais Rice, ouais, voilà. Et donc Saliba Mosquera, bonne profondeur, hein. Ouais. Rien à dire. Bah, Saliba, voilà. Hein. Rien à dire. Irremplaçable presque. Mais Mosquera a montré que, bah, voilà. Au moins, on est rassuré. Parce que ça, c'est quand même bien d'avoir Mosquera, justement, parce que ça me rappelle de 2023, quand on perd Saliba et il était obligé de mettre Rob Holding, au début en tout cas. Mm. Et là, c'est terrible, quoi. C'est pas que ça qui nous a fait perdre, Mais mais c'était quand même, ça a pas aidé, quoi. c'est encore plus que ça parce qu'on perd Saliba et Tomiyasu dans le même match. Parce que sinon, ça aurait été Tomiyasu à la place de Saliba. Et là, on aurait eu moins de drop-down, quoi. Timber White, alors là, quand même, là, il y a du niveau. Oh, Le je pense que problème, là, c'est c'est que. peut-être le poste. C'est peut-être le poste. Parce que, après, Mosquera, pour moi, il est vraiment bon, mais est-ce qu'il est déjà au En niveau fait, on ne Saliba sait à pas voir. encore. Ouais, on sait On ne pas. sait pas encore. Mais tu vois, l'année dernière, on voyait Timber White, on se disait pas, c'est aussi fou qu'on le sait maintenant, qu'on Bah les a vus. là, ouais, ça, je pense, c'est peut-être le poste où les deux sont d'un niveau équivalent et ils sont d'un hyper haut niveau différemment. Parce que je Mm. pense White, il a plus le côté. Il va justement un peu plus quelque part classique, oui. Mais il peut aussi, Mm. il peut rentrer à l'intérieur, il peut foncer devant. Offensivement, il est bon, il est dangereux sur les coups de pied arrêtés. Et puis il fout un peu la merde aussi sur les corners et tout ça, ça on adore. Et Timber, plus un peu moins aventureux, mais Mm. hyper bon, un contre un, hyper solide. Et quand même bon aussi techniquement, parce que bon, on passe en dribble. Donc peut-être plus technique que White. Mais ouais, les deux styles légèrement différents, mais incroyable, quoi. Faut juste Je pas qu'il mettrais soit juste une blessé. micro-réserve. Alors d'abord sur White, qui depuis qu'il est blessé n'a jamais retrouvé les niveaux. Il n'arrête pas de se blesser, de revenir, se blesser, revenir. Il n'a jamais retrouvé le niveau qu'il avait en 23-24. Une petite réserve à Timber, c'est que je trouve qu'il n'a pas encore créé, parce qu'il n'a pas encore eu assez de matchs d'affilée, je pense, avec Odegaard et Saka, il n'a pas encore créé la même alchimie que ce qu'avait White la saison d'avant. Mais bon, voilà, ils sont super forts. Ouais, mais il faut pas oublier que Partey, il faisait partie aussi de C'était un quatuor plus qu'un trio. Il y avait Partey un peu dedans aussi et il est plus là non plus. Parce que pour moi, c'était plus Partey, Odegaard, Saka, White, tu vois. Mm. Oui, mais je veux dire, même l'année dernière, Timber, il n'a pas trouvé cette alchimie avec Odegaard et Saka. Mais en même temps, il y a eu Odegaard qui était absent longtemps, Saka qui était absent longtemps. Ça ne permet pas de développer ces automatismes. À la base du milieu, Zubimendi, Norgard. Bon, est-ce que tu es content de remplacement Partey, Jorginho? Ouais. Bah, Partey Zubimendi, c'est un peu. Partey, c'était un excellent milieu. Mais Zubimendi, il est différent. Mais pour moi, Zubimendi, c'est. Je sais pas si je dirais qu'il est meilleur que Partey. C'est juste différent. Mais
ouais, pour moi, c'est un des meilleurs milieux défensifs du monde parce que bah, défensivement, il est vachement bon, même si il a pas l'air comme ça, mais il est plus rapide qu'on ne pense, il est bon en tête dans les duels aériens. Il lit surtout, c'est ça sa plus grande force, c'est qu'il lit vachement bien le jeu. Il est très bon en passe. Alors je pense que ça c'est pas forcément le mec qui va te faire des passes de ouf comme Pirlo, mais il est très intelligent quoi, comment il joue. Donc ouais, c'est super super solide, super bien. Et comment il s'appelle, Norgard, Norgard à chaque fois qu'il jouait contre nous, on était là mais fait chier quoi. Il est chiant ce joueur quoi. Il te met des bâtons dans les roues. Peut-être un peu moins technique, mais voilà, comme option pour remplacer. Alors pareil, c'est pas comme Jorginho, si on voit que c'est son remplacement direct, parce que Jorginho était bien meilleur, bien plus technique, et meilleur en passe et tout, un peu plus le métronome, un peu qui met le tempo et tout, plus comme Zubimendi, mais du coup, Norgard, c'est plus un côté un peu plus athlétique, défensif, mais quand même vachement, et dangereux sur les coups de pied arrêtés. Zubimendi, il a quand même, parce que défensivement, il est quand même un peu meilleur que ce qu'on pense. C'est lui qui, pour l'instant, est le joueur qui a le plus d'interceptions en Première Ligue après ces 3 matchs. Ah ouais, mais je l'ai dit. Hein. Ah, je pensais que tu disais il est pas si bon défensivement. Il est moins bon défensivement. Non, on pense qu'il est pas bon défensivement parce qu'il est plus petit pardon. et tout ça. Il est moins costaud que certains milieux défensifs. Mais il sait où se mettre. Il sait tout le temps où se mettre. Et il est bon même dans les duels aériens. Il est pas si mauvais pour un mec de sa taille et tout. Et Norgard, il y a d'ailleurs Christian Norgard, quand il prononce son nom. D'ailleurs, ça doit être pareil avec Adegård. C'est pas ça, c'est comme ça. Norgard. Christian Norgard. Non, mais c'est un truc genre Nagod. Non, mais en c'est écrasé. Le prénom aussi. Christian Norgard. Christian Norgard. Ouais, Zubimendi, moi je suis très content de l'avoir eu. Partey avait d'autres qualités, je pense. Je me demande pour l'instant, parce qu'on a vu, comme j'ai dit, une tactique où Rice reste un peu plus en retrait. Donc c'est plus un double pivot Rice-Zubimendi. Je me demande si Partey permettait à Rice plus de liberté ou si cette nouvelle tactique n'a rien à voir et que Rice qui reste plus en retrait est dû à plus une dynamique du côté gauche pour couvrir, pour empêcher les contre-attaques et permettre à notre aile gauche de s'aventurer un peu plus vers l'avant et vers le centre. Je me demande. Je sais pas. Franchement, j'ai l'impression que... Non, je pense pas que c'est ça, parce que Partey, si tu regardes la saison dernière, il était bon, mais tu sentais qu'athlétiquement, c'était pas comme au début. Et je sais pas s'il était si... Tu vois, il se faisait vite devancer et tout par des joueurs. Parfois, il avait du mal à revenir et tout. Ouais, je pense pas que c'est ça. Je pense que c'est ce que tu as dit, c'est que l'aile gauche peut se développer plus. Bon, bah voilà, en tout cas, Rice-Merino comme profondeur en milieu gauche. Et c'est marrant parce que Merino, il peut aussi jouer à la base, à la place de Zubimendi, je pense. Mais d'ailleurs, apparemment, on l'a vu contre Liverpool, il peut aussi jouer à la place d'Odegaard en milieu offensif droit. Donc voilà. Bon, Rice-Merino. Rice, qu'est-ce que tu en penses de Rice ? Est-ce que Rice est excellent ou est-ce que Rice est pas si bon que ça en numéro 6 à la base et pas si bon que ça en attaquant ? C'est peut-être pour ça qu'il lui dit maintenant t'es milieu gauche, mais tu vas plus être... Arrête. Tu vas plus être face au jeu que lancé en train de recevoir des passes. Tu vois ce que je veux dire ? Rice, là, ces derniers temps, il a joué, genre il avait un peu le jeu devant lui. Alors que l'année dernière, on lui demandait de courir vers l'avant et de recevoir des passes et des ballons en étant lancé. Ce à quoi il est moins bon. Donc moi, ce nouveau chip tactique, ça me va. Le problème, c'est que j'ai besoin de voir que maintenant qu'on dit à Rice de ne pas monter devant, il va falloir que quelqu'un d'autre y aille. Tu vois ? Et on l'a vu contre Liverpool, c'est Calafiori qui se retrouvait, comme on disait, à l'entrée de la surface. Combien de fois on a vu Calafiori tirer ? 3 tirs. Autant de tirs que Madueke, c'est le maximum, le plus d'Arsenal contre Liverpool, c'était Calafiori. Donc ça a à voir avec le fait que Rice reste plus en retrait. Peut-être qu'il n'a pas marqué assez de buts l'année dernière. On a dit ta qualité, c'est aussi de bloquer les contre-attaques, c'est de participer au jeu et pas forcément d'être le buteur à l'entrée de la surface. Voilà, Merino, je trouve que beaucoup de gens lui manquent de respect. Il est quand même très bon. Et là maintenant, peut-être qu'en effet, il est revenu à
à la place qui lui est due, d'être le remplaçant des milieux et d'être là quand il faut parce qu'il est toujours prêt. Il est tellement pro et engagé que quoi qu'on fasse, quoi qu'il fasse, il sera toujours chaud, quoi. Juste pour dire sur Rice, je pense pas que c'est genre il est pas excellent numéro 6 et il est pas excellent numéro 8. C'est difficile parce que je pense que c'est un joueur exceptionnel qui a qui peut tellement faire plein de choses différentes quand il pense, parce que le mec il peut jouer défenseur central presque, Ouais. il peut jouer milieu défensif, il peut jouer numéro 8. Défensivement, il est incroyable, il est hyper athlétique. Offensivement, il est quand même bon parce que là ça fait 2 saisons qu'il met quand même 7-8 buts, je crois. Il est bon au coup de pied arrêté. Je pense que c'est un joueur qui a juste tellement de qualité, mais c'est peut-être un de ces joueurs un peu comme à l'époque, bon, c'est pas pour comparer, mais Aaron Ramsey, un peu ce genre de joueur qui est genre hyper bon à plein de trucs, mais qui est pas excellent à un truc en particulier. Même si je pense que quand on dit il est pas excellent en numéro 6 et il est pas excellent en numéro 8, il est genre ok, c'est peut-être pas c'est pas Rodri en numéro 6, mais C'est pas genre Rodri juste en dessous. 6 et c'est pas Sloboslai en 8, tu vois. Mais c'est Je trouve. genre ah non, ça alors Mais c'est clairement un peu les deux, quoi. mais c'est un peu mais c'est quand même pas loin. Alors après plus défensivement, il est plus proche. C'est juste je pense défensivement pour moi c'est un excellent numéro 6. C'est un des meilleurs du monde en numéro 6, c'est juste que pour notre style de jeu, c'est pas forcément dans certains matchs où au niveau du comment dire de son voilà des passes qu'il fait et tout, il lui manque peut-être c'est pas un Zubimendi, voilà, c'est pour ça qu'il y a Zubimendi. Ouais, ça, c'est sûr. Et en numéro 8 il est hyper bon, hyper athlétique, il est hyper bon offensivement, mais c'est pas non plus un je sais pas à qui on pourrait le comparer, mais ce genre de numéro 8 qui va arriver et qui va te mettre 10 buts faciles par saison, même s'il en a mis 7 en fait quand tu regardes, mais c'était sur tous les trucs. Donc après pour le truc des tirs, il y a un bon ça pas à voir, mais c'est vrai que faut se poser la question quand même malgré tout de est-ce que il faut qu'il franchisse un palier supplémentaire, tu vois, pour moi. Si je dis pas qu'il était pas bon et qu'il pour moi il faut qu'il continue, mais s'il va jouer exclusivement numéro 8 et qu'on veut gagner la ligue, il faut qu'il arrive à plus, quoi. Parce qu'il faut qu'il montre qu'offensivement il franchisse un palier, parce que sinon c'est dommage de pas mettre d'autres joueurs plus offensifs si on veut des buts, parce que lui il est tellement bon défensivement et en milieu, donc à voir. Mais pour moi il est capable de franchir ce palier de mettre plus de buts du milieu et de contribuer plus offensivement, même si je trouve qu'il contribue déjà beaucoup. Donc, qu'est-ce que tu penses de notre milieu offensif droit, les deux, Odegaard et Nwaneri? Alors, bon, c'est là qu'on va commencer À 48 minutes de podcast. Odegaard, je trouve que là, il faut vraiment qu'il retrouve son niveau d'avant, quoi. Parce que pour moi, je sais pas si c'est lui ou si c'est les tactiques de Arteta qui font ça, quand il a été trop formaté. Mais je trouve que même les passes en profondeur, les passes directes, il met trop de temps, il contrôle trop le ballon trop longtemps. Il fait trop de passes safe, on va dire. Tu sens qu'il a besoin de temps pour faire sa passe, quoi. Et alors qu'avant, j'ai l'impression qu'il jouait plus direct en 22-23. C'était peut-être notre style de jeu qui faisait ça. Mais je me rappelle contre Liverpool, une passe en profondeur hop, à Martinelli pour le but où on avait mis après 1 minute là, contre Liverpool. Et puis la deuxième partie de la saison 23-24, il était incroyable contre Aston Villa. Malheureusement, le match on a perdu. Je me rappelle sa première mi-temps, il sortait des passes, mais incroyables, quoi. Aux ailiers, à Saka et tout. Tu sentais qu'il avait ce truc direct, quoi. Il te faisait la passe. Et il a un peu perdu ça. Et offensivement, bon, ça, il l'avait déjà un peu perdu en 23-24. Il était incroyable en 22-23. Il nous a sorti de situation avec ses tirs de loin. Contre Tottenham, contre Tottenham, non, c'était pour le 2-0, mais contre Newcastle, c'est grâce à lui qu'on a gagné, quelque part. Parce qu'il sort un but comme ça nulle part, ça nous a permis de respirer à St. James Park, là, chez eux. Et il n'y a plus trop ça, quoi. Il y a plus même ces buts où il arrive dans la surface et il te met un but contre Aston Villa, je crois il avait mis en 2023. Ouais, ça, il a vraiment perdu son mojo un peu de marquer des buts de loin. Il avait mis 15 buts quand même. Et ça, il faudrait qu'il le retrouve, parce que ça nous manque énormément. Et dans sa position, il a quand même une position offensive, il doit contribuer plus.
Beaucoup plus. Même si c'est pas forcément des assists ou des buts, mais au moins de créer des ouvertures, quoi. Et Nwaneri, pour moi, il mérite de. Je comprends pas trop ce qui s'est passé là, qu'il l'a pas fait jouer du tout contre Liverpool. Pour moi, il a un potentiel énorme. C'est un de nos meilleurs tireurs. C'est pas exactement le même style qu'Odegaard, mais c'est un bon dribbleur. Et pour moi, il faut qu'il ait plus sa chance, qu'on le voit plus. Parce que même s'il a que 18 ans, il faut pas lui mettre trop la pression. Je pense qu'il est prêt. Il est prêt à avoir plus de responsabilités. Et surtout, si Odegaard est pas au niveau, à un moment, il faut laisser plus sa chance à Nwaneri. Et je trouve ça incroyable que Nwaneri ait pas eu plus de présence dans le match contre Liverpool. J'adore Nwaneri, moi. Vraiment, je le trouve incroyable. Et c'est pas un joueur qui... En fait, il aurait raison d'aller à Dortmund, tu vois. Il aurait raison d'aller à Dortmund pour jouer tout le temps et se développer à la Jude Bellingham. Et nous, on lui dit non, signe un nouveau contrat et tout. Et après, on ne fait pas jouer. Genre, comment il va se développer? Et après, et ça, il l'a fait tellement de fois. Arteta, j'en peux plus. Genre, un joueur se développe en jouant. Tu vois, c'est quand même fou de ne pas faire jouer un joueur et de se dire il va se développer de son côté. Et après, c'est genre, ah bah tiens, il s'est pas développé, il est pas assez bon, je vais pas le mettre. Bon, à l'inverse, Martinelli, il a joué, il s'est pas développé. Donc bon, Nwaneri, moi je l'adore, j'aimerais le voir plus. C'est ça, il y a juste que ça à dire. Odegaard, de toute façon, tu as tout dit, il va falloir qu'il se réveille un peu. Je trouve qu'il y a eu quelques flashs récemment. Et dans le match contre Liverpool, le problème, c'est qu'il est entré trop tard. Mais il y a eu une petite dynamique avec la présence de Eze dans leurs échanges. Juste la façon que Eze avait de dériver vers l'intérieur. Ça libérait un peu Odegaard. Je trouve que c'était assez prometteur sur ce qui peut venir, surtout si on va aborder la position d'ailier gauche, d'avant-centre gauche, juste après d'avant-gauche, pardon. Mais si avec Eze, il décide de dériver plus à l'intérieur, bah, il y aura beaucoup plus de liens avec Odegaard, ce que fait jamais Martinelli. Consigne ou pas consigne, Martinelli, tu le vois jamais venir à l'intérieur et faire des petits échanges de passes avec les milieux qui sont là. Donc Odegaard, bon, moi je pense qu'Odegaard, il a déjà... Non, je dis ça, en fait, il était mauvais contre United, il était mauvais contre Leeds avant de sortir, et contre Liverpool, là, il était pas mal, mais il est entré trop tard et il y a eu le but. En tout cas, cette position va pas forcément changer tactiquement, contrairement à celle de Rice. Et tu sais quoi, pour aborder l'aile gauche, je vais quand même te donner la main. Parce que je voudrais qu'on parle de Eze, Martinelli et Trossard. Et en tout cas, qu'on parle de l'aile gauche. Et vu que je sais que Eze est encore plus ton petit chouchou, je te le laisse. Bah, je suis désolé, mais j'ai dû le dire dans un des podcasts, mais j'avais dit il faut qu'on achète Eze, un joueur comme Eze. Je l'avais dit à un moment, il y a longtemps. Ouais. Et on l'a fait, voilà. Comme quoi j'avais raison. Comme quoi on est écouté. Alors, en termes de poste, le poste de milieu gauche, de ailier gauche, pour moi, c'est peut-être celui, en théorie, le mieux pourvu. Parce que en fait, on a 3 options, et 3 options, même 4 si on prend Madueke, parce qu'il faut le compter dedans aussi. C'est vrai. C'est le mieux pourvu parce qu'on a 4 choix différents, et 4 choix différents dans le sens vraiment différent, c'est-à-dire des 4 styles différents. Et ça, c'est super pour... c'est ce qu'il nous faut, un peu d'être imprévisible. Si on veut changer pendant le match un peu la dynamique ou la tactique, tu mets un joueur différent, il va pas jouer pareil, c'est mieux. Ou même si d'un match à l'autre, tu veux un peu faire quelque chose de différent. Comme ça, les équipes savent pas forcément comment on va jouer. Madueke, pour moi, il apporte un peu ce côté direct, ce côté explosif, de mettre des centres, d'essayer de tirer, d'essayer de dribbler le défenseur, mais efficacement. Martinelli, techniquement, c'est comme Madueke, mais sauf que Martinelli, là, il est pas trop en confiance et il arrive plus trop il bat plus tous ses joueurs, il te met pas des bons centres, il tire pas, donc voilà, ça c'est un peu la seule problématique, c'est Martinelli pour moi. Trossard, on sait qu'il peut nous faire des trucs vachement bien ou être un peu moins bon, ça dépend. Mais s'il reste quand même assez efficace, qu'il nous sort une saison comme il a fait en 23-24,
Moi, ça me va. Et puis Trossard, c'est un de nos meilleurs finisseurs. Il a une espèce d'intelligence dans le jeu. Il a quand même un produit, comment dire, il arrive, il peut produire quelque chose, tu le sais, quoi. Et surtout, il peut changer un match en venant du banc, en étant sur le banc, et tu le fais entrer et tu sais qu'il peut apporter quelque chose. Il l'a fait plusieurs fois. Et ça, c'est pas forcément donné à tous les joueurs. Donc très content avec ça. Et ensuite Eze. Alors Eze, est-ce que c'est pas vraiment un ailier gauche théoriquement, mais on pense qu'il va jouer là. Ou on sait pas, peut-être il jouera à la place. Il a déjà joué pas mal ailier gauche. Hein. Ah ouais, après à Palace, c'était pas exactement ailier gauche, il était à gauche, mais c'était il repiquait vers l'intérieur. Mais là, je pense que c'est ce Je qu'il crois va faire. qu'en tout, il a joué genre 38 matchs l'ailier gauche, dont pas mal en remplaçant. Ah ouais. Où il est entré. Mais en effet, c'était pas sa position de base, mais c'était en effet pas la même tactique de jeu, quoi. Mais là, je pense qu'il rentre en ailier gauche, c'est pour rentrer. Et pour moi, Eze, c'est un des joueurs les plus créatifs de l'équipe. Peut-être avec Odegaard et Nwaneri. Mais bon, Nwaneri, il faut qu'il se prouve. Mais Eze, bon, voilà. Est-ce qu'on va en parler trop bien. Après, il faut qu'il s'adapte et tout. Mais bon, ça va, il connaît la Première Ligue. Mais pour moi, c'est vraiment le joueur qui peut nous apporter un peu ce truc. C'est un peu peut-être le seul joueur, si tu regardes dans toute l'équipe, peut-être avec Saka, qui peut un peu créer un truc de rien. C'est-à-dire que t'as besoin de... Tu joues pas super bien, c'est toujours les mêmes passes. T'as besoin d'un peu d'un moment, un petit dribble, un truc, une passe, un tir de loin, et qui te débloque la situation, quoi. Et ça, je pense s'il y en a un qui peut nous apporter ça, c'est Eze. Et c'est pour ça que c'est hyper bien de l'avoir. Donc voilà. Je sais pas ce que Ouais, penses. je réserve un tout petit peu mon jugement en termes d'optimisme par rapport à ça. Parce que déjà, en effet, comme tu dis, est-ce qu'il va pouvoir jouer sur l'aile gauche? Est-ce qu'il va réussir à s'y faire à l'aile gauche? Bah, je pense que oui, mais c'est à nous d'adapter nos tactiques. Encore une fois, c'est comme Gyökeres. Gyökeres, il est tel qu'il est. Il a 27 ans, comme Eze d'ailleurs. Ils sont tels qu'ils sont. Et il faut qu'on fasse avec leur qualité. Alors en effet, lui, c'est tellement un dribbleur, un joueur un peu bang-bang qui sort des trucs de nulle part. Mais déjà, il faut que le coach accepte que le joueur soit un peu libre. Il l'a pas acheté pour pas le cas. accepter. Hein. Il a pas pris un J'en joueur sais rien. comme ça pour pas accepter, c'est débile. Mais tu sais pas si après 2 matchs, il se dit ça marche pas trop. Toi, va sur ta ligne de touche et arrête d'essayer de revenir à l'entrée de la surface. Là, c'est Rice qui doit revenir, tu vois. Je sais pas. Martinelli, on en a déjà parlé plein de fois. Moi, j'ai abandonné. J'ai un peu abandonné, mais bon, peut-être que ça lui fera du bien de se reposer un peu. Alors le pauvre aussi, Martinelli, il n'a pas bénéficié des tactiques où on lui a demandé d'être sur son aile gauche, de mordre la ligne et ensuite d'attaquer les joueurs, mais c'est à lui aussi de trouver un truc un peu à faire qui débloque une situation quand même. Trossard, moi, il y a pas mal de gens qui disent que là, apparemment, on pourrait le vendre à 20 millions à Beşiktaş parce que c'est pas encore fermé en Turquie le mercato, le marché des transferts. Mais moi, évidemment, j'ai envie de garder tout le monde parce que je suis traumatisé par les blessures. Et Madueke, j'adore le fait qu'il soit hyper direct. Madueke, de toute façon, on va en parler sur le côté droit, mais en effet, il apporte quelque chose d'intéressant à cette position d'ailier gauche parce qu'il est gaucher et qu'il va plus déborder et peut-être faire une petite passe en retrait pour Gyökeres ou Saka qui arriverait dans la surface. Idéalement Odegaard aussi, sur son pied gauche. Donc non, la position de l'aile gauche, je la trouve beaucoup plus intéressante maintenant que quand c'était juste Martinelli Trossard. Évidemment, j'ai tellement envie de voir Eze qui rentre au maximum à l'intérieur pour avoir enfin ce double milieu offensif de Odegaard, Eze, donc de facto, même si on dit qu'il est sur l'aile gauche, en fait, il serait milieu offensif gauche, avec une sorte de milieu en carré, Zubimendi, Rice, Eze, Odegaard, ça ferait vraiment du bien à voir. Et voilà, donc quoi d'autre à dire? J'attends de voir si Eze est notre sauveur. Il est exactement ce qu'on n'a pas encore et qui est exactement ce dont on a besoin. D'un mec qui est capable de créer un peu de la surprise et d'avoir du flair. Mais il faut qu'on arrête d'être aussi pointilleux sur où tu dois te mettre et peut-être un peu les laisser un tout petit peu plus libres de s'exprimer, au moins les trois devant. Donc après Gyökeres, Havertz, Jesus, franchement sur papier c'est beau. Le problème c'est qu'il y en a un qui est absent pendant 9 mois, l'autre qui est absent encore, qui s'est blessé la saison dernière pendant la moitié de la saison et qui maintenant se reblesse en entrée de jeu.
Franchement, il s'est blessé au match contre United. Havertz, je trouve ça tellement dommage. Jesus, on a un peu abandonné, non? T'as vu qu'il n'a pas été mis dans l'équipe de la Champions League, dans la liste. Alors après, tu peux en ajouter en janvier, donc ce sera peut-être l'occasion de l'ajouter. Mais c'est quand même un joueur qui était, au moins, il s'exprimait vraiment bien en Champions League, je trouvais, même s'il n'était pas toujours rigoureux en Première Ligue au moment de ses blessures. Et évidemment, Gyökeres qui réinvente la position parce que lui n'a pas du tout tendance à redescendre dans l'entrejeu comme Havertz et Jesus. Gyökeres, il a besoin qu'on joue sur l'épaule des défenseurs et qu'on soit beaucoup plus direct. Et il a besoin de bully les défenseurs. Le problème, c'est que quand tu arrives en Première Ligue, c'est une autre paire de manches, les défenseurs en face. Et c'est lui qui s'est fait complètement bully par Konaté, Van Dijk, et c'était assez ridicule à voir. Il s'est fait complètement bully par De Ligt à United. Et oui, il a bully les défenseurs de Leeds. Bah, merci. Donc, pareil, je réserve mon jugement encore. Je pense qu'il peut nous amener des buts contre les équipes du moyen tableau. Ok. Mais moi, là, en fait, j'aimerais tellement avoir le retour de Havertz parce que quand on joue contre Manchester City dans 2 matchs, moi, j'aurais mis Havertz en titulaire. Et d'avoir un aisé Havertz-Saka, ça aurait été magnifique. Donc voilà, bon bah Gyökeres, Havertz, Jesus sur papier, c'est quand même très beau. Enfin, Ouais. quand tu penses au potentiel total de ces trois-là, c'est beau. Total. Mais pour dire que Gyökeres, il s'est fait bully, c'est quand même Van Dijk et Konaté déjà. Et deuxièmement, moi je pense, c'est que le début de la saison. Déjà, il faut qu'il s'adapte à la Première Ligue. Je pense qu'il a pas fait une vraie pré-saison, donc il n'est pas totalement prêt physiquement. Et ça joue énormément. Et moi, je me rappelle de matchs où Harry Kane, à l'époque où il était à son pic, là, il s'était fait bully par, je crois que c'était en finale de la Champions League, par Van Dijk, parce qu'il était à moitié blessé. Enfin, il n'était pas blessé, mais il revenait de blessure, il n'était pas fit. Il s'est fait complètement bully, alors que c'est Harry Kane. Donc, faut pas. Là, c'est un peu trop tôt, je pense, pour dire ça. À voir ce qui va se passer. C'est un peu tôt pour le juger, Gyökeres. Contre Leeds, il a mis son but un peu trademark, un peu signature. Ça, je suis quand même content. Alors après, c'était Leeds, d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le truc de, il faut qu'on s'adapte à sa façon de jouer. Et je pense qu'on l'a pas vraiment encore fait. Donc, à voir. Et il faut pas oublier que contre Manchester City avec Lisbonne, avec le Sporting Lisbonne, il a mis un coup du chapeau. Ah, ok, il y avait 2 pénaltys, mais le premier but qu'il met, il court comme ça et t'as je sais plus qui, un défenseur hacké ou je sais pas qui essaie de l'arrêter, il arrive pas, il est trop fort, Gyökeres, et il met un lob. C'était impressionnant quand même. Et il a bien joué à ce match. Et contre nous aussi, alors on l'avait quand même relativement maîtrisé, mais il a eu 2-3 moments où il a pu un peu out-muscle, on dit. Enfin, il a quand même réussi à tenir tête à Saliba et Kivior pour mettre un poteau à la fin, je crois, à la dernière action. Donc, à voir. Pour ce qui est de Havertz, ouais, c'est dommage qu'il soit blessé parce que c'est vraiment c'est pas du tout le même style et c'est ça qui est bien. Et il apporte pas du tout la même chose que Gyökeres. Il est peut-être théoriquement moins bon en finish, mais à voir si Gyökeres arrive à être bon en finish en Première Ligue. Mais il apporte ce truc il peut à la fois tenir le ballon en haut, redescendre dans l'entrejeu. Il est vraiment. Il est bon de la tête. Il est bon de la tête et il fait passer un sale quart d'heure au défenseur. Ça, c'est clair. Il est très technique par rapport à Gyökeres, qui est peut-être un peu moins. Donc c'était génial d'avoir les deux en fait. D'avoir les deux et d'avoir. Ça t'ouvre plein de possibilités. En plus, Havertz, il a la versatilité de pouvoir jouer. Alors peut-être il joue moins bien à ce poste-là, mais il peut jouer en milieu, en faux numéro 8 un peu. Il peut jouer presque en numéro 10, enfin à la place d'Odegaard, il l'a déjà fait. Et peut-être par moment, si on a besoin d'un but, bon là pour ça, il faudrait avoir un coach un peu plus aventureux, un peu plus risqué. Mais tu peux avoir Havertz et Gyökeres sur le terrain qui se complètent hyper bien. 100%. Et pour ce qui est de Jesus, Jesus, moi je l'aime bien. C'est dommage qu'il soit autant blessé parce que tu vois, s'il avait continué comme il avait fait au début de 2022, là, enfin 2022-23, ça aurait été génial. Mais on sait ce qu'il peut apporter. Le problème, c'est que même quand il était à fond, c'est peut-être à cause des blessures, mais il n'avait pas la régularité.
Et oui, en Champions League, c'est dommage parce qu'il pouvait vraiment s'exprimer dans cette compétition. Mais pour moi, Jesus, là, on n'a pas pu le vendre parce que forcément, il était blessé. Mais pour moi, c'est pas un joueur où il faut se dire, voilà, c'est un joueur d'avenir. C'est bien qu'on l'ait cette saison. Quand il sera prêt à jouer, ce sera bien parce que c'est toujours bien d'avoir d'autres options avec toutes les blessures. Et c'est bien de le faire rentrer, tu vois, à la fin d'un match, essayer d'apporter un nouveau truc. Mais il faut pas trop compter sur. C'est pas qu'il faut pas compter sur lui, mais faut pas attendre trop non plus, je pense. Les rues n'oublieront jamais le Jesus de début 22-23. Non. The streets will never forget. C'était incroyable. À droite, Saka, Madueke, Dauman. Pas mal. Pas mal. Bon, on compte Dauman. C'est pas que je veux pas le compter, il est hyper fort, mais. On compte Dauman. Dauman, il va tellement jouer. Bah, j'espère pour lui, mais faut pas. Là, c'est pour une autre raison. Faut pas trop attendre, dans le sens où c'est un jeune joueur. Faut pas le. Tu vois, là contre Liverpool, ça a été difficile, mais il faut pas prendre. C'est normal, quoi. Faut pas non Il est plus entré à la attendre trop. 88e. Bah oui, de mais toute façon, en règle faut générale, pas les trop tactiques attendre. à aucun moment on a cru qu'on allait vraiment égaliser. À aucun moment. Ouais. On a une manière de jouer qui Non, ne mais montre je dis pas, pas ça. du Mais tout ça. ce que je veux dire, c'est qu'il faut. C'est pas parce qu'il a fait des bonnes performances et tout qu'il faut attendre qu'il. Non, mais il est troisième dans cette liste, hein, Saka, Madueke, Dauman. Ouais, bien sûr. Après, on peut le compter, mais c'est vrai que c'est quand même cool d'avoir ce joueur qui a émergé et de se dire c'est une petite option bonus, quoi, un peu. Ouais. Après, bon, Saka, c'est relou qu'il soit blessé et c'est un peu ça, c'est peut-être le seul truc où je me dis, j'espère que, ouais, j'ai un peu un doute là-dessus dans le sens où je me demande si la blessure qu'il a eue là, ça l'a pas affecté dans le sens où il va commencer à se blesser, machin, revenir et ça Alors, affecte son c'est niveau. pas le même ischio que son opération de l'année dernière. Ouais, c'est une Mais rien que le compensation. fait qu'il se reblesse un ischio, c'est très mauvais signe quand même. Ouais. Et bah après, c'est peut-être juste une compensation. Comme il a pas beaucoup joué, bah forcément, son corps, il est pas habitué. Mais C'est tellement bête, il venait de marquer un putain de but ouais. du droit. Et puis il avait l'air de Il a revenir. lancé sa saison. Oh là là. Il avait l'air de revenir un peu à son niveau À et son tout. niveau, ouais. Et c'est dommage parce que moi, je pensais vraiment l'année dernière, quand il a commencé la saison, je me suis dit ça va être la saison où il va exploser, tu vois. Ça va être la saison où il va nous mettre 25 buts, 10 Ah, il assists. était bien parti, ouais. Il était parti pour ça et c'est la saison où il va réaliser son potentiel, même s'il l'a déjà réalisé plus ou moins, mais où vraiment il va franchir encore un pas, tu vois. Et c'est dommage et ça me saoule, quoi. Même pour lui et tout, parce que c'est tellement un bon joueur et on a tellement d'espoir. Parce que pour moi, Saka, tu vois, s'il est explosé, s'il devient vraiment le joueur qui peut devenir, c'est lui limite qui peut nous faire gagner, tu vois. C'est d'avoir comme les Mohamed Salah et compagnie, quoi. Mais bon, à voir. Et Madueke, pour moi, trop bien. En remplaçant Bonne Saka, surprise. ouais. Mm. Ouais, après, on savait qu'il était bon à Chelsea, mais j'espère que là, il va pouvoir avoir la. Parce que pour moi aussi, pareil, potentiellement, ça peut être un mec qui peut être aussi bon que Saka, tu vois. C'est juste qu'il faut qu'il puisse bien se développer, qu'il soit bien en confiance et tout, qu'il puisse se développer. Mais pour moi, il a vraiment beaucoup de potentiel et ouais, je suis content de l'avoir, que ce soit à gauche ou à droite. Mais à droite aussi, hein, là, en remplaçant de Saka, c'est rassurant, quoi. Ouais. Donc, voilà. Non, mais cette aile droite, elle est belle. Mais encore une fois, ouais. En fait, les blessures vont définir notre saison, dans un sens ou dans l'autre, et très spécifiquement celle de Saka. C'est-à-dire que là, on se dit, oui, c'est bon, on a la profondeur, on peut mettre Madueke, c'est cool, c'est pas trop grave que Saka soit blessé. Mais si Saka est blessé à répétition dans l'année, sûr et certain que même le top 4, ça va être compliqué. Et que si Saka arrive à rester fit toute l'année, je pense qu'on gagne la Ligue. Donc on va aborder les prédictions après. Max Dauman, impressionnant. Impressionnant pour son âge. Alors en effet, il faut le faire jouer avec parcimonie, petit à petit. De toute façon, il y a Madueke, il y a assez de profondeur là pour y aller. Mais je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va... Si par exemple Eze joue pas, ce sera Madueke à gauche, Saka à droite et Dauman qui rentre comme remplaçant à droite à la place de Saka, je pense. Mais voilà, Saka, moi j'aimerais en effet qu'il se blesse pas et qu'il ait un peu plus de liberté, je dirais. Le truc c'est que je me demande si la présence de Timber permet justement cette liberté comme c'était le cas l'année dernière.
Timber, Saka, c'est, comme tu dis, avant de se blesser, c'est vraiment révélé. Comme, c'était un peu c'était parti pour être sa meilleure saison. Et c'était en partie grâce à Timber, je pense. Pas en termes d'alchimie, hein, parce que l'alchimie, je dis, elle n'est pas encore là, parce que Timber, il s'aventure pas tant que ça vers l'avant. Il ose pas trop tirer, par exemple, devant. Il ose pas trop lui-même déborder. Mais je veux dire dans le sens où il avait une couverture défensive Saka et qu'il pouvait un peu plus s'exprimer offensivement. Bon, voilà, on a fait toute l'équipe. Alors, un dernier point de l'équipe à aborder. Une dernière personne dont on doit parler. Selon toi? Arteta. Vas-y. Que dire. Moi, je suis pas trop dans ton camp. Je sais que toi, tu es plus dans le camp de te dire Arteta, il a été génial pour nous amener là où on est, mais est-ce que c'est lui, est-ce que c'est la bonne personne pour nous faire devenir champion? Moi, je pense que c'est ça, hein, ton point de vue. À peu près, ouais, à peu près. Et Enfin, plus je demande à voir, mais... Et je suis pas forcément d'accord aussi sur le truc de ouais, il est trop défensif, il fait trop comment dire, Conservateur. il est trop conservateur, machin. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Moi, je pense que lui, en fait, il essaie de trouver le meilleur moyen pour gagner. Et je pense que alors, je pense qu'il avait trouvé plus ou moins la formule en la deuxième partie de 2023-24 après Dubaï là, où on était ultra défensif, ultra solide défensivement, on avait les coups de pied arrêtés, mais tout fonctionnait bien, on mettait plein de buts. Et il n'a pas eu l'occasion, malheureusement, après ça, de remontrer qu'il était capable de créer une équipe comme ça, parce qu'il y a eu trop de blessures, trop de trucs. Et du coup, il fallait survivre. Enfin, il fallait essayer de plus que survivre, parce qu'on a quand même fini deuxième, c'est pas si mal avec toutes les blessures qu'on a eues. Mais c'était un peu, maintenant, il faut essayer match par match, voir, essayer de trouver... Et malheureusement, je pense qu'il se reposait un peu sur le côté, bon, on a une bonne défense, on fait ça. Et après, l'offensif, on se démerde comme on peut, avec ce qu'on a, parce qu'on n'avait pas grand-chose. Donc moi, je suis pas forcément là-dessus. Et pour le truc de, est-ce que c'est l'entraîneur fait pour nous faire gagner le trophée qu'on attend, enfin la Première Ligue ou la Champions League? Moi, je pense que c'est à voir. Pour moi, il a pas montré qu'il l'était, mais il a pas montré qu'il l'était pas non plus. Donc pour moi, il a encore du crédit à la banque. Il peut encore nous montrer de quoi il est capable. C'est encore un jeune entraîneur. Alex Ferguson, il a gagné la première fois il a gagné son premier championnat. Ça faisait 7 ans qu'il était entraîneur de Manchester United. Donc bon, c'est une autre époque, d'accord, mais bon, voilà. Moi, pour moi, c'est... Ouais. Vas-y. Non, mais en fait, si je repense à il y a plusieurs années, je me dis, mais bon, certes, on fonctionne semaine par semaine, mais quand même, quel luxe et quelle joie d'en être là aujourd'hui, quand même. Et ça, c'est sûr qu'on le lui doit. Tu vois. C'est pas seulement d'être revenu un peu deuxième une saison en ayant fait 22-23. Ils ont été un peu aventureux, c'était sympa. Enfin, ils ont marqué des buts. Regardez-le, ils sont mignons, mais finalement, ils se sont fait éclater. C'est quand même assez régulier d'être deuxième chaque année en Première Ligue. C'est quand même pas facile. Et je trouve qu'il est très bon tactiquement dans ses préparations. Quand il peut se préparer pour un match, il se prépare. Le plan de jeu est plutôt bien, commence plutôt bien, plutôt efficace. Mais à voir s'il a le vrai génie d'adaptation pendant un match. Et c'est ça où... Est-ce que c'est pas quand même ça qui te fait gagner la Ligue? C'est pas seulement de savoir genre exactement comment tu vas ton plan de jeu pour le match. C'est quand tu vois qu'il se passe ceci ou cela et que l'adversaire fait un changement et tout. Est-ce que tu peux réagir assez vite pour prendre la décision qui fait que là, maintenant, tu vas gagner le match? Non, je suis d'accord. Et aussi, je dirais, au-delà des changements, de quels changements il faut faire, donc tactique ou remplacement, aussi de faire des changements plus risqués quand on est mené. Et pas juste poste pour poste. Et ça, je ne sais pas s'il l'a déjà fait. Et pourtant, parfois, tu as envie de dire, enlève un défenseur et mets un attaquant. On perd 1-0 à Anfield, qu'est-ce qu'on s'en fout de perdre 2-0? Pourquoi t'enlèves Madueke pour mettre Dauman? Pourquoi tu décides pas d'enlever Rice ou Zubimendi et de mettre un offensif, tu vois? Non, et de mettre Nwaneri? Je suis d'accord. Pour moi, s'il a un point faible, c'est ça. Dans le sens où c'est vraiment le truc où pour moi, il a pas montré qu'il avait ce truc de dire ok, je change complètement le système. Il n'y a pas de plan B en fait. C'est ça. Il n'y a pas d'adaptation et de plan B, c'est les deux. C'est ça, je suis d'accord. Adaptation, je suis pas d'accord. Si, pour moi,
Il l'a fait, je crois, contre le PSG. Le match aller, on se faisait complètement dominer. Et il a fait une petite adaptation, pas forcément en faisant des changements, mais en changeant un petit truc tactique. Et après, on était beaucoup mieux pendant le match. Donc pour moi, tactiquement, pour ça, il est pas si mauvais que ça. Enfin, il est même bon. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on n'a quand même jamais eu les changements qu'il fallait pour gagner cette manche. Non, mais contre le PSG, le problème, c'était pas ça vraiment. Enfin, Bon, de toute pour façon, moi, le PSG était juste PSG, trop fort aussi. Hein, mais... Ouais, on va pas en reparler, mais disons que tactiquement, pour moi, il n'y avait pas de problème contre le PSG. Le problème, c'était de mettre des buts. Mais, Oui, mais c'est aussi tactique, ça. Je pense que pour l'instant, il ne sait pas coacher une attaque dans le danger, quoi. Non, parce qu'on s'est créé des opportunités, mais on n'a juste pas eu le réalisme. Parce que le PSG, ils ne sont pas créés tant d'opportunités que ça. Hein. Si tu regardes, c'était pas des opportunités si claires mais que ça. Mais c'est différent, ils gagnaient 1-0 dès le début, donc c'est pas le même plan de jeu, ils étaient à l'extérieur. Bon, après, on va pas... du fait qu'on était mené 1-0 et à la maison, on n'a pas tant fait. Tu vois, on n'a pas assez osé. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est plus... Alors, oui, je suis d'accord. Peut-être là-dessus, il n'a pas été assez... Il n'a pas fait un pari de se dire, allez, je m'en fous, j'essaye comme à Anfield, je change totalement le système, je mets 3 attaquants, j'enlève un défenseur, machin. Il n'a pas fait de trucs fous. Et c'est pourquoi. Et ça, c'est vrai que c'est des trucs... faut pouvoir le faire. C'est des trucs que fait Guardiola, que faisait Klopp, que fait Arne Slot, très bien. Donc ça, oui, ça c'est peut-être le truc qui lui manque. Mais après, pour moi, faut pas, au-delà de tous les commentaires dans le sens tout ce qu'on voit et on entend dans les médias, sur les réseaux sociaux de Arsenal, il a encore foiré. Arteta, mais je m'en fous des médias et des réseaux sociaux. Oui, d'ailleurs, j'écoute principalement des podcasts d'Arsenal où ils le défendent, contrairement à moi. Mais il y a plein de podcasts entre guillemets sérieux où on parle de ça aussi. Et quelque part, même nous, inconsciemment, on a ça en tête, tu vois. Et du coup, c'est pas... Au-delà de tout ça, faut pas oublier que contre le top 6 traditionnel, on a quand même un super... Là, on a perdu un film, mais on a fait des super résultats. On n'avait pas perdu pendant 22 ou 23 matchs. Ça fait longtemps. Je sais pas combien de temps ça fait que j'ai pas vu une équipe d'Arsenal avec un résultat comme ça. Parce que moi, je me rappelle de l'Arsenal des années 2010, là, 2000-2010. Et c'était frustrant parce qu'on était super bon contre les petites équipes, on faisait leur jeu. Et dès qu'on tombait contre un Chelsea, un Manchester, qui était meilleur à l'époque, d'accord, mais contre ces grosses équipes, on se faisait complètement battre. Et ça, c'était terrible. Et ça, il a complètement enlevé. Et ça, on le remarque pas assez. Et pour moi, je pense qu'il peut évoluer. Je lui donne encore la chance. Là, il a acheté des joueurs pardon, un peu différents et tout. Je pense que c'est pas que Bertha, c'est lui aussi. Il a vu. Il est un entraîneur assez jeune pour se remettre en question et pour essayer d'apprendre aussi, tu vois. Je pense qu'il a ce truc. Parce que je pense sinon il serait pas arrivé aussi vite à un si bon niveau. Donc je pense qu'il faut lui faire confiance là-dessus. Et là, ok, on l'a pas encore vu, il était en mode technique, mais il faut lui laisser le temps. Et moi, je pense que cette saison, on peut peut-être voir un Arteta qui va commencer à faire des changements qu'on veut voir et à changer des tactiques et à pas du tout faire la même équipe d'un match à l'autre, un peu comme Guardiola. Donc, faut lui laisser le temps d'évoluer aussi, je pense. Après, si cette saison, il nous ressort le même conservatisme qu'il nous a fait avant, bah là... Voilà, en tout cas, en effet, il a acheté les joueurs pour se tirer lui-même en dehors de sa zone de confort. Donc, je pense... encore une fois, j'attends de voir ce qu'on va en faire. Mais en fait, ce qui m'inquiète, c'est que je trouve qu'il y a une évolution d'Arteta sur les différentes années, et notamment récemment, qui ressemble de plus en plus à Diego Simeone dans la manière d'aborder. Donc pareil, qui a été plutôt efficace à son prime pour aller en finale de la Champions League, qui a quand même gagné 2 fois la Liga, il me semble, alors que clairement c'était impossible de gagner la Liga si tu n'étais pas Real ou Barcelone. Mais en fait, c'est plus le comment, avec les moyens que j'ai qui sont un peu inférieurs aux équipes du monopole, comment est-ce que je peux faire pour tirer mon épingle du jeu et entrer en compétition avec eux, notamment dans les matchs avec eux. Donc je vais m'adapter et être très solide et assez conservateur, exactement comme Diego Simeone qui sort quand même des gros matchs quand il s'agit des grosses équipes et qui du coup pouvait aller loin aussi en finale, jusqu'en finale de la Champions League 2 fois, donc c'est quand même impressionnant. Et il y a un côté
tout le monde doit croire au système et se battre comme des malades, c'est le premier critère avant le critère footballistique limite. Quand tu vois que Slot est plus... mais écoutez, oui, si on veut voir du beau football, il faut prendre des risques et on se prendra des grosses contre-attaques comme contre Bournemouth, tu vois, mais on gagnera 4-2. C'est très différent comme philosophie. Après, ouais, je vois le rapprochement avec Simeone. C'est vrai qu'il y a quelque chose de ça. Mais il y a quelque chose peut-être qui date de 2022-23 de on n'a pas on n'a pas sur le papier on a une moins bonne équipe par exemple que City, donc on doit compenser ça, ou même en 23-24 on doit compenser ça en étant deux fois plus performant au niveau du pressing, du machin et tout, en étant défensif. Là je suis d'accord, après c'est quand même pas la même approche parce que je pense que Simone, il a jamais eu une équipe qui pressait autant. Parce que on dit qu'on prend pas de risque, tout ça, mais mine de rien, on joue vachement haut, on presse quand même l'adversaire, et ça, c'est risqué. Hein. C'est pas, on l'a fait contre le PSG, c'était vachement risqué. Donc tu vois, il a quand même. Non, mais quand même, il y a le nombre de contre-attaques qu'on ne fait pas parce qu'on risquerait, si on la reperdait, d'être en mauvaise structure. Combien de fois Odegaard décide de passer par les ailes? C'est du coaching. Hein. C'est parce que si on passe par le milieu et qu'on la perd, on est trop exposé à la contre-attaque. Tout ça, c'est du conservatisme. Hein. Pourquoi est-ce qu'on passe beaucoup plus par les ailes que les autres équipes? On passe jamais par le centre. C'est parce que si on passe par le centre et qu'on la perd, c'est une contre-attaque dangereuse. C'est aussi en partie pour ça. Hein. Moi, Moi, c'est ça qui me manque un peu. Je suis d'accord. Des passes flèches au milieu, quoi. Après, moi, je pense que Arteta, il est pas bête. Il a vu ce que c'était de jouer comme ça, comme tu dis, un peu comme Liverpool et tout ça, ou comme un peu on faisait en 22-23 finalement. Et je pense que lui, il a... En fait, je pense qu'il a compris, ou pour lui, il a compris qu'il pouvait jouer en étant ultra conservateur défensif, en étouffant l'adversaire, donc en bétonnant quelque part la défense comme ça, et en même temps en arrivant grâce à ça à se créer plein d'opportunités. Et ça a marché à un moment, comme j'ai dit en 23-24, la deuxième partie. Et pour lui, il a vu ça et il s'est dit ok, ça c'est ce qu'il faut qu'on fasse pour gagner, et c'est ça qui va nous faire gagner. Et il croit à ça à fond. Et pour lui, et il va pas dévier de ça. Et le problème, c'est que faut que ça clique en attaque. Et tant que ça clique pas, on a l'aspect équipe conservatrice qui essaie juste d'avoir un match nul à Anfield, etc. Mais lui, je pense qu'il est têtu quelque part, mais en même temps, il y croit à fond. Et c'est ça aussi qui fait que c'est un bon entraîneur et qu'il est arrivé là. C'est qu'il croit à ça, les joueurs y croient. Et il se dit non, tenez, c'est comme ça qu'on fait. Ok, peut-être parfois on va se prendre un 0, on va faire match nul, machin. Mais c'est ça qui va nous faire gagner la Ligue. Pour moi, c'est ça. Et pour moi, il n'a pas encore montré que c'était pas possible. Mais c'est vrai que cette saison, si on voit pas, si on gagne pas, voilà, là on pourra dire tout simplement. Mais même comme ça, je me dis, ça dépend aussi comment on perd. Si on perd encore à un point, est-ce qu'on peut vraiment dire tu vois, il a fait ci? Je sais pas. Donc ça dépend aussi de ça. Son style est tellement sur le fil du rasoir qu'il dépend énormément d'avoir ses meilleurs joueurs disponibles. Tu vois. Non, mais je suis désolé, mais attends. Si on a encore une fois Saka blessé, et là, je sais pas, Rice se blesse, j'en sais rien, Saliba est encore blessé, on gagnera pas la Ligue parce que c'est pas. Je suis désolé, mais Klopp, il a gagné la Ligue une fois. Ils ont été excellents. Et toutes les autres fois, ils étaient excellents aussi. Et ils n'ont pas gagné. Et pourquoi? Parce il a gagné la Champions League aussi. Ouais, mais je veux dire, en 18-19, en 21-22, ils étaient excellents Liverpool. Et ils sont arrivés deuxième. Et est-ce qu'on peut vraiment les critiquer? Ils ont fait 97 points en 2019. Et ils n'ont pas eu la Ligue. C'est quand même incroyable. Et est-ce que tu peux vraiment dire... On disait à l'époque, Klopp, c'était pas la bonne tactique, machin. Là, pour moi, c'est pareil. 89 points, 91 points en 2023-24. Est-ce qu'on peut... Et on peut dire oui, c'est parce qu'on a perdu contre Villa, machin. Mais pour moi, c'était ça. Il avait trouvé le truc pour... Oui, mais c'est parce qu'il avait aucune blessure. C'est ça que je veux dire. Ah ouais, mais en même temps, regarde Liverpool. Ils ont eu presque aucune blessure la saison dernière. S'ils avaient eu autant de blessures que nous, ils auraient fait ça. Donc à un moment, il y a aussi des circonstances atténuantes. Oui, mais circonstances atténuantes, sauf si on considère que les blessures, c'est aussi de sa faute. Mais bon, ça, c'est le débat qu'on ne veut pas avoir. C'est autre chose. Ouais. En tout cas, en se faisant tout cet effectif, la profondeur de l'équipe et le coach, on a pu aborder
les tactiques, ce qu'on attend et le récap des 3 derniers matchs. Donc moi, ce que je te propose, c'est que là, de toute façon, on a fait un pod assez long et qu'on se refasse un pod là, en début de semaine, avant la reprise de la Première Ligue, pour aborder ensemble le reste de la Première Ligue. Ça te va ? Ça me Ça va. peut être plus marrant. Un pod plus léger où on peut enfin se concentrer un peu sur les autres et moins se prendre la tête. Et faire un pod bi-hebdomadaire comme tous les podcasts maintenant de nos jours. Exactement. Voilà. Est-ce que... tu sais quoi ? S'il te reste 5 minutes, là, de toute façon, pour faire 1h30, Ouais. je voudrais te poser des petites questions. Non, on les gardera. On gardera les questions C'est quoi fun les questions ? pour C'est l'épisode fun. Non, vas-y. Ouais, non, c'est des petites questions nulles. Non, Tu mais sais, vas-y. non, Parce mais qu'on est- si tu veux, je te fais des previews, mais tu y Parce que répondras. Ma pote, elle Tu vient feras pas tes là. devoirs. Ma pote, Quoi elle vient pas. Elle vient demain. D'accord, mais c'est juste qu'on a fait la 1h26 Ah déjà. ouais, c'est vrai que c'est beaucoup. Bon. Non, mais des. Ouais, on réserve ça Je pour sais le pas, prochain. j'avais envie de te poser des petites questions. Ouais. Bon, sinon, on réserve pour le prochain parce que sinon, on n'aura rien à dire. T'inquiète que quand on va aborder les autres équipes, on aura tellement à dire. Ça va être. On essaie de le faire sans filtre ou Je pas vais le pouvoir faire mes prochain. devoirs. Je vais faire mes devoirs, je vais regarder ce que chaque équipe a fait. Bon, je connais déjà un peu. Hein. Ouais, voilà. Ouais, j'ai hâte. Surtout Tottenham. Bon, bah écoute, pour l'instant, on se dit ciao ciao. À la semaine. Non, je pense qu'il faut qu'on l'arrête à la semaine Ouais, prochaine c'est- si on va c'est faire le nul, billet hebdomadaire. C'est nul. Ouais, c'est nul. Euh, Puis, de toute façon, j'aimais pas, c'était nul. Ciao les petits supporters. Ciao les petits gunners. Ciao les petits gagneurs. Ah ouais, c'est pas mal, vas-y. Attends. Allez, et ciao les petits gagneurs.